Eh bien, beaucoup de questions se posent à propos de la leucémie lymphoïde chronique et la maladie de Waldenström, et nous sommes heureux aujourd'hui d'accueillir plusieurs médecins compétents qui vont pouvoir répondre à vos questions. Tout d'abord, Véronique Leblond, hématologue à Paris, Florence Simbalista, hématologue également à Paris, et Loïc Isbar, qui nous vient de Toulouse, où il exerce sa profession d'hématologue. Merci d'être venus, et vous allez pouvoir maintenant répondre aux questions qui nous ont été posées par le forum ou à l'occasion des réunions de patients. Tout d'abord, les premières questions ont trait, comme vous pouvez l'imaginer, et vous en avez déjà eu le retour, aux nouvelles thérapeutiques. Alors, depuis 25 ans, il y a eu un bouleversement considérable. Nous arrivons maintenant à des thérapeutiques, des thérapies ciblées, personnalisées. Pourriez-vous nous expliquer quels sont les enjeux et quelles sont l'efficacité et jusqu'où peut-on aller? Loïc Isbar. Voilà, la parité n'est pas respectée, donc je commence. Et merci de m'avoir invité tout d'abord. Pour simplifier un petit peu, on pourrait dire qu'on avait jusqu'ici à notre disposition deux grands types de traitements. Je laisse de côté la greffe de moelle, qui est un autre type de traitement. Tout d'abord la chimiothérapie, que tout le monde connaît. On a développé des associations de différentes chimiothérapies entre elles pour augmenter l'efficacité d'année en année. Et puis la vraie révolution dans la leucémie lymphoïde chronique et dans le Waldenström, c'est l'adjonction à la chimiothérapie d'anticorps monoclonaux qui, sans ajouter de toxicité, ont augmenté beaucoup l'efficacité et la durée et la qualité de rémission après les traitements. Donc jusqu'à 2013-2014, c'était assez simple, on traitait les patients en combinant un anticorps monoclonal et une ou deux chimiothérapies. Là où les choses deviennent un petit peu plus compliquées à comprendre, mais aussi très excitantes pour améliorer le devenir des patients, c'est qu'on a maintenant de nouveaux traitements, comme vous l'avez dit. Certains se basent, comme la chimiothérapie, sur une destruction de la cellule tumorale, mais sont plus ciblés. D'autres, ce sont des nouveaux anticorps monoclonaux, des nouvelles générations d'anticorps monoclonaux qui sont plus efficaces pour détruire la tumeur en activant mieux le système immunitaire du malade. C'est ça. Alors, Véronique Leblond, vous êtes un peu l'œil des hématologues français aux congrès internationaux, notamment celui qui s'est déroulé récemment aux États-Unis. Pourriez-vous nous en dire un peu plus, puisque vous êtes là aux aguets et aux avant-postes? Alors, on était tous les trois là-bas. Bien. Je ne suis pas la seule à être partie pour ce congrès. En fait, là, ces nouvelles drogues, que ce soit celles ciblées, comme disait Loïc, qui vont donc pénétrer dans la cellule, qui sont des thérapeutiques ciblées, elles étaient surtout utilisées dans les essais thérapeutiques chez les patients en rechute, ou des patients réfractaires, ou des patients qui avaient des anomalies cytogénétiques pour lesquelles la chimiothérapie n'était pas efficace. Et on a eu donc déjà beaucoup de résultats concernant l'efficacité de ces drogues avant le congrès des États-Unis, en rechute. Et là, à ce congrès, on a montré l'efficacité de ces drogues en première ligne, c'est-à-dire que ça arrive beaucoup plus tôt dans la prise en charge thérapeutique, soit seul, soit éventuellement en association à des anticorps monoclonaux. Et ce qu'on peut dire, c'est que pour certaines de ces drogues, la toxicité reste à peu près identique à celle qui avait été observée dans les essais chez les patients en rechute. Et pour d'autres, on a l'impression qu'il y a des nouvelles toxicités qui apparaissent chez les patients qui n'ont jamais été traités. Donc on a besoin encore de temps pour savoir quelle est la place de ces nouvelles drogues chez les patients en première ligne, d'abord en termes d'efficacité, de durée d'efficacité, mais aussi en termes de toxicité. Donc je crois que ça, c'était un peu les messages de ce congrès. Et puis on a eu aussi des communications sur l'association de nouveaux anticorps monoclonaux, qu'on appelle l'obinutuzumab ou qui s'appelle Gazivaro, dont parlait Loïc, associés à la chimiothérapie en première ligne, avec des résultats qui sont très encourageants, mais qui sont très préliminaires. Donc je crois que là, c'est des nouvelles communications sur la place des nouvelles drogues en première ligne, mais c'est encore très très préliminaire pour en tirer des règles thérapeutiques au jour d'aujourd'hui. Oui, parce qu'on a des retours par les gens qui nous font part de leurs soucis, des retours portant sur l'utilisation de ces nouvelles thérapeutiques, mais avec des effets secondaires parfois qui sont durs à supporter. Avez-vous une opinion, Florence Simbalista, en la matière?
notamment. Tout d'abord, ce que je voulais dire, c'est qu'effectivement, ces médicaments fonctionnent de façon complètement différente et qu'il ne faut jamais imaginer qu'un médicament ne va que sur la cellule malade. Et c'est pour ça qu'on a ces effets secondaires qu'on apprend à connaître et à gérer. Et d'ailleurs, si vous êtes intéressé sur le mécanisme de ces drogues, je vous signale que sur le site de l'association, il y a un petit dessin animé qui explique comment fonctionnent dans la cellule l'ibrutinib et l'idélalizib, qui sont ces nouveaux inhibiteurs de signalisation qu'on utilise de plus en plus. Alors, Véronique. pour rebondir sur ce que disait Florence également, c'est qu'il y a eu beaucoup de communication sur un médicament qu'on appelle le venetoclax, qui est encore une nouvelle drogue qui arrive dans la leucémie lymphoïde chronique et qui a été, donc on a montré des résultats chez les patients réfractaires qui ont des anomalies cytogénétiques. C'est un médicament par voie orale, mais c'est un des médicaments qu'il faut manier de façon un peu, disons, en connaissant bien les effets secondaires, puisque ce sont des médicaments, même si c'est une drogue par voie orale, qui peut donner des complications métaboliques au début du traitement, ce qu'on appelle les syndromes de Lise. Et ce médicament sera probablement accessible prochainement en France dans l'année 2016 et qu'il va falloir éduquer à la fois les médecins et éduquer les patients à l'utilisation de ce type de drogue. Donc, je crois qu'on est à une ère tout à fait nouvelle de prise en charge thérapeutique, mais ce n'est pas parce que c'est un médicament par voie orale que c'est un médicament sans toxicité. C'est ça. Donc, et les questions qui portent sur ce qu'on appelle la maladie résiduelle ou l'éventualité d'une rechute, aussi, ce sont des questions qui perturbent, qui turlupinent aussi les gens souffrant de maladies, soit de la leucémie lymphoïde chronique, soit de la maladie de Waldenström. Quel est votre point de vue à ce sujet ? Florence Timbalista. En ce qui concerne la maladie résiduelle, c'est un point très important à étudier. On entend par maladie résiduelle celle qui n'est plus visible, mais qu'on peut détecter par des techniques spécialisées. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la maladie résiduelle nous permet de mieux comprendre comment fonctionnent les traitements, jusqu'où on peut obtenir ce qu'on appelle une rémission complète, quelle est la profondeur de cette rémission complète. Ça n'est pas justifié de le faire en dehors de tout protocole, puisque actuellement il n'y a pas de traitement qui sera décidé sur la présence ou non de cette maladie résiduelle. Et si une maladie résiduelle est présente, ça ne veut pas dire qu'on n'est pas en rémission complète quand même de la maladie, avec plus aucun signe de la maladie. Véronique Leblanc. Alors juste un petit mot pour la maladie de Waldenström, puisque bon, c'est la question concernant la maladie résiduelle dans la maladie de Waldenström, elle ne se pose pas au jour d'aujourd'hui, puisqu'il y a très peu de patients, même s'il y a des nouvelles drogues, qui sont en rémission complète dans la maladie de Waldenström. Il y a un petit pourcentage. Donc en fait, l'intérêt de la maladie résiduelle pour le moment dans la maladie de Waldenström ne se pose pas au jour d'aujourd'hui, tant qu'on n'a pas des drogues très efficaces qui vont entraîner beaucoup de rémission complète chez les patients. Donc là, pour le moment, ce n'est pas du tout le même problème que dans la leucémie lymphoïde chronique, où on obtenait avec des traitements des rémissions complètes, 40% à peu près chez les patients. Pour terminer la question de la toxicité et de la maladie résiduelle, en fait, jusqu'ici, quand on prend le traitement de première ligne assez standard, fludarabine, endoxan, rituximab, FCR, on connaît les toxicités, puisque ça fait maintenant 15 ans qu'on utilise ce protocole. On connaît l'impact d'évaluer la maladie résiduelle, nous l'avons évalué dans différentes études. Si on prend maintenant toutes les nouvelles molécules, tous les nouveaux traitements dont on est en train de parler, venetoclax, ibrutinib, idélalizib, la gestion des toxicités, nous apprenons, au fur et à mesure, plus nous traitons de patients et plus nous apprenons de nouvelles toxicités, et aussi comment réagir vis-à-vis de ces toxicités. Quant à la question de la maladie résiduelle, c'est un gros point d'interrogation. C'est un outil, la maladie résiduelle, ce n'est pas un but en soi. Le but en soi, c'est d'améliorer la durée de vie, de promouvoir une bonne qualité de vie. Ce sont des objectifs médicaux. La maladie résiduelle, c'est un outil pour évaluer un de ces paramètres. Peut-être on n'en aura plus besoin si on traite tout le monde avec des thérapies ciblées à un horizon de 5 ou 10 ans, peut-être. Merci Loïc Isbard d'avoir focalisé vraiment l'objectif des traitements et d'avoir répondu à ces différentes questions.